André, il y a 2 jours, l'un des points clés de ce que Poutine a dit était que l'unité nationale est le fondement de la souveraineté russe et il soulignait que les provocateurs étrangers essaient d'affaiblir la Russie en manipulant les tensions ethniques. Que signifie-t-il exactement? Quelles sont les preuves principales et de quoi parle-t-il précisément et qui tente de faire cela? Fait-il référence aux Européens ou les États-Unis jouent-ils aussi un rôle dans cette affaire? Eh bien, je veux dire que c'est une pratique courante. Si j'avais été un idiot avec un diplôme en littérature du MI6, que feriez-vous? Alors ils disent, oh oui, vous devez déstabiliser la Russie. D'accord, ces gens-là, ce sont des organismes unicellulaires. Ils savent probablement comment tuer un enfant ou une femme ou, vous savez, assassiner quelqu'un d'autre, des choses de ce genre. Mais vous avez ces clowns de Chatham House. Que font-ils exactement? Oh, la Russie possède 180 nationalités et ethnies différentes. Alors, que va-t-on bien faire? Essayons de faire comme dans les années 1990. Ces gens ne sont pas très intelligents. Ils sont comme des singes. Ils suivent les modèles, ils répètent les choses. Vous savez, ils pensent que cela a fonctionné alors qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce qui se passait réellement. Et donc, ce qu'ils font, c'est, oui, parlons des tensions. Alors, comment faites-vous cela? Oh, lançons les ONG, les organisations non gouvernementales, la France, de toutes sortes de fondations Carnegie, des fondations pour toutes sortes de démocraties. Alors, que faisons-nous? Injectons de l'argent là-dedans. Parlons des tensions, disons, entre les Russes et les Tchétchènes, ou entre les Tatars et les Tchétchènes, ou entre les Dagestanais et les Russes, ou peu importe. Alors, comment procède-t-on pour parvenir à cela? Mettons en lumière leurs véritables crimes ethniques? Ne vous y trompez pas. Il est crucial de constamment appuyer sur les points sensibles, mais ce n'est absolument pas du tout à la même échelle, vous savez. Et donc, ils insistent sur le fait tout à fait correct que la Russie est un État multinational. Cependant, ce que ces imbéciles ne parviennent pas à saisir, c'est que cela dépasse leur champ d'expérience. Par exemple, si vous prenez un agent de la CIA ou du MI6, ils doivent absolument lire la constitution russe, n'est-ce pas? Et il y a une clause très importante là-bas. Et c'est pourquoi, par exemple, les Russes sont des Tatars ou des Bachkirs, qui sont essentiellement des peuples frères, bien que de religions totalement différentes. Les Bachkirs et les Tatars sont, vous savez, musulmans. Les Russes sont évidemment principalement soit athées, soit chrétiens orthodoxes, mais ils vivent ensemble depuis presque 500 ans maintenant, vous savez, côte à côte. Et bien sûr, il y a toujours, vous savez, des brebis galeuses partout. Cependant, le souci est qu'ils ne comprennent pas que la constitution de la Fédération de Russie reconnaît l'ethnicité russe comme peuple fondateur de l'État. Ils ne comprennent pas que, par exemple, comme les Tatars, les Bachkirs ou d'autres nationalités comprennent comme un monsieur Abdiel, lieutenant général, héros de l'Église de Russie et légendaire. Il est effectivement le commandant adjoint de la principale direction politique des forces armées de la Fédération de Russie. Il en a discuté il y a environ 2 ans en disant aux Russes, s'il vous plaît, vous savez, simplement appropriez-vous. Vous pouvez lire son discours, c'est dans les actualités. Il a dit que sans vous, il n'y aura pas de Russie. Ce sont les mots du Tchétchène disant aux Russes de procréer. Et c'est exactement ce qui se passe. Cependant, ces individus ne saisissent pas cela qu'en Russie, il est largement reconnu par certains Français, bien sûr, que sans les Russes, il n'existerait pas de Russie. D'accord? Et c'est le paradigme avec lequel aucun politicien américain ou européen ne peut exister parce qu'ils doivent se plier à chaque entité multiculturelle. Eh bien, aux États-Unis, ils sont clairement subvertis par Israël. Donc, ils travaillent. Les États-Unis n'ont pas de congrès, mais un Knesset 2.0, c'est comme ça. Et pour certaines personnes, de dire que, oh mon Dieu, ce sont les peuples fondateurs de l'État et nous devons en quelque sorte nous rassembler, nous regrouper autour d'eux et vivre en paix et prospérité. C'est étrange. C'est un concept étranger pour toutes ces personnes, surtout celles issues de formations académiques standardisées, peu importe lesquelles, et qui vont travailler à la CIA, au MI6, cherchant à attiser ces tensions ethniques. Parfois, ils ont la chance de faire quelque chose localement, ce qui est tout à fait normal, mais cette masse globale de
Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a Russki, qui est russe comme moi. Je ne suis pas russe, je ne suis pas citoyen russe, mais je suis Russki, je suis russe. Vous savez, donc ce russe qui est ethniquement, vous savez que c'est comme en Iran. L'Iran compte également de nombreux Azerbaïdjanais, un grand nombre d'Azerbaïdjanais. Et il y a, vous savez, donc il y a des Perses et aussi des Azerbaïdjanais, mais si tout le monde les regroupe, comme les Iraniens, vous savez, mais il existe une ligne de séparation très stricte. Et les gens disent, oh, vous êtes, vous savez, comme oh, ou vous êtes perse, donc pareil en Russie. Oh, vous êtes russe, oh, vous êtes tatar. Mais dans l'ensemble, quand on regarde attentivement l'entité elle-même, l'État, c'est la Russie. La Russie, vous savez, donc c'est multiethnique et multiculturel, mais avec 80%, plus de 80% de ce pays représenté par des gens comme moi, vous savez, toutes sortes d'itérations de Rouskia, ce qui est russe ethniquement, culturellement et des choses de cette nature. Et par conséquent, il y aura des tentatives pour attiser toutes sortes de tensions ethniques. Comme je l'ai déjà dit, non, il pourrait avoir de la chance, vous savez, dans certaines localités, certains villages ou certains districts. Cependant, en dehors de cela, Vladimir Poutine a tout à fait raison concernant le jour de l'unité nationale. Et encore une fois, prêtez attention à ce dont il discute. Et il est véritablement un. Il jouit d'une popularité extrêmement grande en Russie et c'est un Tchétchène, vous savez, donc voilà. Et il représente les forces armées russes avec une distinction remarquable. Et vous savez, il occupe un poste important dans la direction politique de l'armée russe. Donc, oui, et les Russes sont conscients de ce qu'ils vont essayer de faire. André, je suis vraiment convaincu que l'un des problèmes principaux que nous observons aux États-Unis par rapport à la Russie, à la Chine, à l'Iran, ainsi qu'à de nombreux autres pays, c'est qu'ils croient pouvoir diviser ces nations. Vous savez, les séparer, les fragmenter en provinces, en fédérations. Vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça. Ils ne comprennent pas quand il s'agit, vous savez, quand ils ont attaqué l'Iran, ils avaient le même sentiment. Vous savez, vous attaquez l'Iran, ils vont, vous savez, se dresser contre le gouvernement et le château de cartes s'effondrerait et tout. Ils croient littéralement que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'ils se retirent progressivement. L'éducation en sciences humaines en Occident est surtout une fraude. Tous ces doctorats de Georgetown, de Stanford, regardez Michael McFaul, regardez Sarah Payne qui enseigne la stratégie, la femme qui n'a jamais commandé une escouade de sa vie et elle enseigne la stratégie au US Naval War College. Des trucs comme ça, ce sont des imposteurs. Ils ne savent rien du tout. Ils rédigent leur thèse sur des détails insignifiants d'un sujet quelconque. La plupart de ces choses sont inventées. Si vous examinez l'histoire militaire américaine et occidentale, c'est comme les Français, ils ont inventé cela parce qu'ils ont été. Ils se sont couverts de honte pour le reste de l'existence de la France en se soumettant, vous savez, à Hitler. Et maintenant, ils ont inventé cela. Oh oui, vous savez, le bouclier de la France, l'épée de la France, ces choses-là, ces concepts, les gars, vous avez en fait été battus comme, vous savez, des Chihuahuas en 40 jours par la Wehrmacht et seule la division des Gaulois, vous savez, et ensuite, peu importe, très limité en taille. Les Français libres qui sont partis pour la Grande-Bretagne, vous savez, ont riposté. Le reste, vous avez existé très bien, vous savez, sous les Allemands, et c'est tout. Lorsque vous possédez cette histoire fabriquée, vous avez des imbéciles pour érudits tels que Brzezinski, n'est-ce pas? Cet individu était un russophobe fanatique. Ainsi, tout ce qu'il écrivait là-dessus est. Ils ont donc créé cette chose inutile qui n'est pas une science, la science politique. Voilà. La science politique n'existe pas vraiment. Vous avez surtout des gens de bonne famille qui vont dans les Ivy League pour se faire des contacts pour leur future carrière politique. Pour la plupart, ce sont des idiots. Il y a quelques exceptions, mais les professeurs qui les enseignent sont aussi des idiots. Donc, en conséquence, qu'attendez-vous? Et même si votre modèle pourrait être parfait, mais si vous y mettez des ordures, vous allez en sortir des ordures. En gros, c'est des ordures en sortie. C'est précisément ce qui se produit. C'est ce qui s'est déroulé notamment au cours de ces 30 dernières années. Ces gens, pour une raison ou une autre, croient à ce mythe que, oh, l'Afghanistan a brisé, vous savez, le dos de l'Union soviétique. Non, cela n'a rien à voir avec la chute de l'URSS.
Voulez-vous explorer les vraies raisons? Peut-être que certains, comme ceux de Chatham House ou du MI6, disent « Oh oui, les tensions ethniques, elles ont joué un grand rôle ». Mais c'était le modèle, vous savez, c'était l'ensemble, qui était la corruption de la nomenclature de la partie qui était en fait, vous savez, l'ensemble. L'Union soviétique aurait pu durer plus que les États-Unis sans Gorbatchev, qui était essentiellement juste un traître. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme il les expose, tout était bien plus complexe et bien plus nuancé. Ces personnes ne le savent pas. Et la majorité écrasante de ce qu'on appelle l'élite intellectuelle de l'Ouest ne comprend pas la géopolitique appliquée parce qu'elle n'a aucune idée de ce qui est fondamental pour tous les processus dans le monde, à savoir bien sûr l'équilibre géopolitique des pouvoirs basés, bien entendu, sur la capacité industrielle militaire des nations. Ils ne peuvent pas le définir car ils croient en l'économie de Wall Street. Cela signifie quoi? Eh bien, une pyramide de Ponzi, voilà ce que c'est. Et donc, vous avez cette reproduction de crétins, en gros, qui intègrent toutes sortes d'administrations, de postes politiques, et puis soudain, ils commencent à sentir que le monde autour d'eux ne fonctionne pas vraiment comme on le leur avait dit. C'est de la dissonance cognitive. Et puis, une fois que leur dissonance cognitive devient dramatique, vous pouvez avoir une dépression nerveuse. Et beaucoup en ont. Et par exemple, effectivement, vous aviez cet avocat, Blinken, ainsi qu'un autre individu peu éclairé avec un diplôme en sciences politiques, vous savez, Sullivan, qui ne saisissait pas véritablement les répercussions de leurs actions. Vous savez, ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir. Quelqu'un leur a dit, oh non, les missiles russes ne mentent pas. Oh non, tout ce que vous voyez est faux. Et puis, je veux dire, vous avez cela et à chaque fois, ils comptent combien de semaines il reste avant que le régime de Poutine, que les Russes s'effondrent, implosent et, vous savez, prennent tout leur corps journalistique de Grande-Bretagne ou des médias grand public aux États-Unis. Il y a principalement des criminels de guerre, toutes sortes de déviants, toutes sortes de, je veux dire, pervers. Et ils détestent les dieux russes. Ils détestent les dieux russes parce qu'il y a un énorme élément LGBTQ, peu importe ce que c'est là-dedans. Qu'est-ce que la Russie? La constitution de la Russie dit qu'il n'y a que deux genres, un homme et une femme, et qu'une famille est composée d'un homme et d'une femme, vous savez, et donc ils détestent les Russes pour cela. Alors, ils imagineront toutes sortes de fantasmes simplement pour atténuer cela. Eh bien, essentiellement derrière ce qui fait mal maintenant, parce que tout ce qu'ils savaient est des absurdités. Je le dis depuis 2 décennies maintenant. Tout ce que vous savez sur le monde est des absurdités. Vous n'en savez rien. Et donc, mais c'est l'éducation US, souvent. Je ne parle pas des sciences. Il existe encore de très bonnes institutions STEM aux États-Unis. Cependant, ce sont ces cursus qui forment la soi-disant élite politique et je ne leur confierai même pas la gestion d'un magasin 7-Eleven. La propagande tue l'Occident, André Europe. C'est terminé. Il s'agit simplement de voir comment cela va s'organiser à présent. Et la Russie doit constamment se rappeler qu'il existe des fanatiques ainsi que des idiots à Washington, D.C. Certains sont d'abord israéliens comme sionistes chrétiens dispensationalistes. Ils voudraient voir le monde s'embraser car ils souhaitent vivre éternellement avec Jésus, peut-être, qui sait. Et donc, ce sont des idiots, ce sont essentiellement des critiques et ils n'ont littéralement aucune inhibition à déclencher, vous savez, la Troisième Guerre mondiale. Ils ne le réalisent pas. Aucun Américain ne sait ce qu'est une vraie guerre, même l'armée américaine qui n'en a pas combattu une véritable depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin essentiellement depuis la Corée. Alors, et par conséquent, qu'est-ce que vous avez? Vous devez naviguer, vous savez, les eaux avec beaucoup de prudence car le fil du coin est toujours, vous savez, dangereux. Il peut vous sauter dessus et mordre, vous savez, mais dans ce cas particulier, les enjeux sont trop élevés. La Russie doit prendre en compte le fait qu'il y en a certains. Qui sait, peut-être qu'il y aura un coup d'État militaire ou un autre type de coup d'État aux États-Unis. Des fanatiques pourraient arriver et vous savez, n'oubliez pas que les États-Unis n'ont pas de véritable politique étrangère souveraine indépendante. C'est dirigé par Israël, principalement les frustrats israéliens et la PAC, ainsi que tous ces sionistes chrétiens dont la loyauté n'est pas envers les États-Unis ni le peuple américain. Ils sont loyaux à Israël.
André, aujourd'hui, Donald Trump reçoit, vous savez, les chefs d'État de 5 pays d'Asie centrale, à savoir le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan ainsi que le Kazakhstan. Oui. Qu'est-ce qu'André, c'est une question de ressources dans cette région? Que cherche-t-il? Parce que quand il s'agit du Nigeria, vous vous souvenez, vous savez, d'une certaine manière, Donald Trump est préoccupé par les chrétiens au Nigeria. Oui, oui, oui. Il est tellement préoccupé par les chrétiens que cela, oui, enfin, cela a toujours été ainsi. Ils essaient toujours de contrôler ces dirigeants corrompus, tous les dirigeants des anciennes républiques, ce qui rend votre position précise. Leurs républiques sont vraiment des cas désespérés économiquement, sauf pour les ressources. Et effectivement, ils tenteront d'adopter ce que les Russes désignent par les politiques multivecteurs, à l'instar d'Erdogan. Vous savez, ils imaginent qu'ils peuvent en tirer un certain avantage. Mais non, Trump essaiera aussi, vous savez, d'y installer une sorte de base militaire ou quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que ce ne sont pas les dirigeants les plus brillants, pour le dire gentiment. Ils se maintiennent au pouvoir là-bas grâce aux clans de corruption qui y sont présents. Ce sont essentiellement des sociétés médiévales déguisées, vous savez, en pays modernes. Mais en réalité, au Tadjikistan, la corruption est omniprésente. C'est corrompu jusqu'à la moelle. C'est également le cas, en fait, pour l'Ouzbékistan et tout cela. Ils se rendent également aux États-Unis pour explorer le terrain, pour ainsi dire, afin de déterminer ce qu'ils peuvent en retirer. Vous savez, ils tenteront de jouer le rôle classique de la limite en essayant de s'asseoir sur deux chaises à la fois, vous savez, et les Russes en sont bien conscients. Donc, cependant, il est extrêmement facile de rendre leur existence vraiment misérable s'ils s'écartent légèrement. Donc, Je pense qu'ils doivent apprendre différemment. oui, oui, c'est exactement cela. C'est ça. S'ils ne comprennent pas le message, gardez à l'esprit que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a de la sagesse, qu'il y a de l'intellect et qu'il y a l'être. Connie, ces personnes sont principalement Connie. D'accord, il y a très peu d'intellect là-bas. Vous savez, ils le sont. Oh mon Dieu. Beaucoup d'entre eux viennent essentiellement de l'ancienne nomenclature du parti. Et alors, ils apprennent seulement à s'accrocher au pouvoir en termes de développement réel des pays. Si vous regardez Anthony, je veux dire, mon Dieu, ce n'est tout simplement pas bon. D'accord, ce n'est pas bien. Ils continueront d'exister en tant que ces types de sociétés, mais vous ne pouvez pas les transformer là-bas. Donc, c'est cela. Oui. Au fait, je pense que les préoccupations augmentent en Asie centrale et je suis sûr qu'il y a beaucoup de discussions entre la Russie, la Chine, l'Iran. À propos de quoi? Comment? Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi l'Afghanistan dans cette région. Oui, ce qui doit être pris en compte. Et les Russes travaillaient avec diligence pour en quelque sorte élever la question de leur instabilité, surtout depuis que le Pakistan est le client de l'Amérique et qu'il fera comme elle. Ils ont essayé de déclencher un conflit militaire contre les talibans essentiellement, et donc, mais oui, c'était tout ce complexe. Finalement, ils le feront. Je pense que je pourrais me tromper encore une fois, ne vous méprenez pas. Mais finalement, une fois que cette génération, cette récolte des soi-disant hommes forts et rusés au pouvoir finira par disparaître, vous pourrez essentiellement observer l'islamisation et la radicalisation complète de nombreuses de ces sociétés. À moins que nous ne parlions pas du Turkménistan où c'est, mon Dieu, comme en 1984 là-bas, avec une touche d'Asie centrale, pour l'amour du ciel. C'est une société bizarre. La Corée du Nord paraît plus libérée que le Turkménistan. Eh bien, permettez-moi de l'exprimer de cette manière. C'est tout bonnement incroyable. C'est absolument surréaliste. Honnêtement, je n'étais pas informé de cette situation. Oh, mot parfait. Prends soin de nombreux pays en stan, c'est correct. Principalement, ce sont, vous savez, ces salafistes et ces extrémistes radicaux. Oui, 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 ils prêtent attention à la vallée de Fergana, ce qui était quelque chose que de nombreuses personnes ne comprennent pas vraiment. La plupart des politiciens américains aiment ça. Ils prospèrent en volant le mérite. Ils disent, nous avons vaincu ceci et cela. Ils s'approprient
constamment la vaillance. De plus, Brzezinski aimait mettre en avant que c'était le piège tendu à l'Union soviétique et à l'Afghanistan. Ce que de nombreuses personnes ne saisissent pas vraiment, c'est que le problème existait déjà bien avant que quiconque ne le remarque, en particulier sous l'administration Carter, que l'islamisation et la radicalisation de la vallée de Fergana étaient déjà en cours depuis la fin des années 60. Et il y avait un flux constant, vous savez, pas seulement de drogue et de choses de ce genre, mais aussi d'idéologie radicale et, comme vous l'avez dit, des salafistes et tout ça. Alors, et l'Afghanistan était véritablement la source principale, vous savez, donc peu importe qui vous choisissiez de mettre en charge, c'est pour cette raison que cela n'a pas échoué en raison de l'Afghanistan. Et à bien des égards, pas tous, c'était leur réaction à ce qui se passait à cette époque dans les républiques soviétiques d'Asie centrale. Et oh là là, je peux raconter des histoires fascinantes. Alors laissez-moi l'exprimer ainsi. Donc, c'est ainsi que cela se passe. Mais eux, oh oui, un piège tendu. Non, pas vraiment. Vous savez, l'Union soviétique était au courant. Même le Politburo le savait. Le Politburo connaissait Brudinski. Tout le monde en était conscient. C'était simplement le fait que c'était le talon d'Achille de l'Union soviétique. Et comme les événements qui ont suivi l'ont démontré, pratiquement à partir du Kazakhstan en 1986 et par la suite, effectivement, les mouvements nationalistes à motivation islamique y ont trouvé un terreau fertile et cela se réalisait grâce au financement ainsi qu'au soutien de l'Afghanistan et du monde arabe. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses dont de nombreuses personnes n'aiment pas parler dans les cercles académiques américains. Mais maintenant, un seul colonel de l'armée américaine, Lester Groh, a correctement déclaré que les États-Unis, je veux dire l'Union soviétique, n'a jamais perdu la guerre en Afghanistan. En réalité, elle s'est simplement retirée lorsqu'elle a décidé qu'il n'y avait aucun intérêt à maintenir ce type de présence militaire. Et comme l'a déclaré plus tard feu Ahmad Shah Massoud lui-même, si nous avions su ce qui allait arriver, c'est-à-dire les talibans, nous n'aurions pas résisté. Eh bien, il a été assassiné par les services de renseignement arabes, essentiellement pour le compte de ceux que nous connaissons. Ainsi, il représentait un véritable espoir pour l'Afghanistan. C'était l'espoir. Oui, c'est ça. Et c'est pour cette raison qu'il a été assassiné. Et c'est véritablement regrettable que le GRU ainsi que le FSB n'aient pas eu l'opportunité à ce moment précis de lui offrir, vous savez, une protection adéquate. Et cela a réellement transformé le destin de l'Afghanistan. Oui, précisément. Merci André d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un plaisir comme toujours. À n'importe quel moment. Au revoir. Merci, à plus.